Meilleurs vœux 2023, Madame, Messieurs. Merci de continuer à nous faire confiance. Congo Télévision, votre chaîne Info 7, votre magazine. Bienvenue à tous une fois de plus dans ce magazine qui a le réel plaisir de recevoir pour la toute première fois un autre cadre du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Désy Massani, qui est là. C'est avec lui que nous allons donc décortiquer l'actualité de la semaine. Enrôlement dans l'ère opérationnelle de la Commission électorale nationale indépendante. On continue à en parler la semaine. Chaque jour qui passe, plusieurs personnes partent se faire enrôler. Nous allons donc en parler dans votre magazine. Bonsoir, Monsieur Désy. Bonsoir, Madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, ça Meilleurs va bien. vœux. Merci à vous aussi. Et comment, merci beaucoup. Et comment commence cette nouvelle année? Elle commence plutôt bien avec des perspectives heureuses. Une année électorale. Absolument. On est dans le combat, on est sur terrain. Vous êtes sur terrain. Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis cette année 2023? Nous sommes au contact de la base et puis voilà, à l'écoute de la population. Quelle population? La population de la circonscription de Lukunga et de la commune de Ngaliema. Vous êtes toujours à l'écoute de la population, mais cette population-là, est-ce que réellement elle est concernée par ces activités que vous menez? Absolument. On ne peut pas faire la politique sans tenir compte de la population. Elle est concernée, mais il est vrai que nous sommes dans un pays où le mal est profond, la situation est très difficile. On dirait que c'est une chanson hein, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Les mal est profond, même 4 ans après, la 5e année, elle est électorale. Vous estimez, madame, qu'après plus de 60 ans d'indépendance, c'est en 4 ans qu'on résoudrait tous les problèmes du Congo? Non, c'est irréaliste. Mais lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez tellement nourri la population d'espoir qu'on allait quand même avoir un changement. Vous n'attendiez quand même pas que les politiques disent à la population qu'on vient vous distraire. Ah, donc d'habitude vous montez. Nous sommes venus travailler. Ah. Nous sommes venus travailler. Mais il y a des choses qui se font à court terme, à moyen et à long terme. Et il faut voir les choses dans cet angle-là. Et je pense que c'est de la même manière qu'il faut évaluer l'action du président de la République et du gouvernement en considérant d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui, où est-ce que nous allons. Désy Massani, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du social du peuple congolais, notamment les paniers de la ménagère? Je constate que d'abord, dans le langage commun, surtout chez les politiques de l'opposition, on aime utiliser le concept panier de la ménagère un peu de manière populiste pour manipuler l'opinion et la population et utiliser les souffrances d'une bonne partie de nos compatriotes. Vous l'aviez aussi fait lorsque vous étiez dans l'opposition, l'UDPS? Absolument pas. L'UDPS a mené un combat de valeur pendant 37 années mais plusieurs fois, vous êtes revenu sur le panier de la ménagère. Oui, ça valait la peine parce que ceux qui étaient au pouvoir avaient trouvé le pays dans un état et ils l'ont ramené dans les abîmes. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous essayons plutôt de sortir le pays du gouffre d'où il est. Est-ce que vous pensez que la population qui est en train de vous suivre maintenant est satisfaite de ce que vous êtes en train de dire en ce qui concerne le panier de la ménagère? Le premier piège dans l'exercice des activités de tout homme ou de toute femme, c'est l'autosatisfaction. Nous-mêmes, déjà, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous estimons que nous avons encore énormément à faire et à donner. Alors, nous n'allons pas demander à la population d'être satisfaite dès à présent. Entre-temps, elle continue à manquer de quoi manger, la vie devient difficile et l'UDPS est au pouvoir. Est-ce que ça vous fait du bien? C'est justement ça le discours populiste dont je parle, que les acteurs politiques aiment bien. Non, mais quand vous êtes arrivé, qu'on se dise quand même de vérité sur ce plateau, quand vous êtes arrivé, on pouvait acheter une boîte de tomates à 200 francs, mais aujourd'hui, c'est, si je ne me trompe pas, 350, et là, ça vous fait du bien? Quand nous sommes arrivés, un enseignant a gagné 50 000 francs congolais. Aujourd'hui, il arrive à 350 000 francs congolais. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un changement dans la vie de cet enseignant lorsque, avec 300 000 ou 50 000, il pouvait s'acheter une boîte de tomates à 200 francs et aujourd'hui qu'il est à 100 000, il s'achète une boîte de tomates à 350? Mais regardez l'impact du changement
dans le pouvoir d'achat de l'enseignant qui touchait 150 000 francs congolais et qui aujourd'hui touche 350 000 francs congolais. Nous ne disons pas que c'est suffisant, nous ne disons pas que c'est une panacée, mais nous voyons clairement qu'il y a une progression et une réelle volonté de changer. Ce qui a toujours fait mal aujourd'hui dans la gestion de notre pays, c'est la volonté politique. Mais au moins, nous voyons que dans le chef du président de la République, Félix Tshisekedi et du gouvernement de la République, il y a cette volonté de changement, il y a cette volonté politique de bouger les choses. Mais nous comprenons parfaitement l'impatience de nos populations, de nos compatriotes qui veulent voir les choses changer ici et maintenant parce qu'ils ont beaucoup souffert, c'est tout à fait compréhensible. Vous avez parlé des membres du gouvernement, la gestion. Est-ce que vous êtes satisfait de tous les résultats que ces membres du gouvernement donnent aujourd'hui? Et surtout avec le départ des proches de Moïse Katumbi. Bon, d'abord, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de la manière de travailler de tout le monde parce que même dans une salle de classe, tous les élèves n'ont pas les mêmes performances. Donc les ministres non plus n'ont pas forcément les mêmes performances, mais il y a des indicateurs qu'il faut prendre en compte. Par exemple, l'accroissement spectaculaire de la mobilisation des recettes. Juste l'exercice qui a suivi la démission du gouvernement Ilunkamba. On est parti de 4 à 10 milliards et aujourd'hui nous sommes de 10 à 16 milliards. Ça c'est du point de vue du secteur des finances. C'est quelque chose. Vous parlez de la mobilisation des recettes, je vais vous poser cette question que les internautes, certainement que vous avez quand même eu à lire ça à travers les réseaux sociaux. Oui, on parle des recettes, mobilisation des recettes, c'est qui est bien. Mais pourquoi on ne le sent pas dans le social du peuple congolais? C'est parce que cet argent part. C'est parce que dans les poches. C'est parce que dans la démagogie utilisée dans les discours des acteurs politiques, surtout de l'opposition, on tend à faire croire à la population que lorsque il y a des revenus de l'État qui s'accroissent, l'État a pour fonction de passer dans chaque portail et de donner à chaque Congolais de l'argent. On pouvait quand même on pouvait sentir ça dans la vie des populations. Je viens de vous parler aujourd'hui, tout à l'heure, d'un secteur important, le secteur de l'enseignement. Lorsqu'on vous parle de l'accroissement des revenus des enseignants, c'est pas le social ça, madame? Lorsque il y a près de 200 000 enseignants qui n'étaient pas payés autrefois, qui sont aujourd'hui payés, c'est pas du social ça? Non, ces recettes-là, c'est juste orienté vers l'enseignement, c'est ça? Mais pour connaître l'articulation des dépenses de l'État, il faut lire la loi des finances. Alors, je ne vais pas sur ce plateau de télévision décliner toutes les lignes de la loi des finances, du budget de l'État. Alors, observez, vous êtes avec moi, vous vivez dans la capitale, le nombre de routes qui ont été réfectionnées. Il est très clair que nous faisons quelque chose de l'argent qui s'accroît dans la mobilisation des recettes. Et puis, voilà, nous finançons le processus électoral nous-mêmes. Vous parlez des nombres de routes. Sans pleurnicher à gauche, à droite. Évidemment, je sais que vous allez me dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Je le concède. Je le concède, mais il y a un travail qui est fait qu'on ne peut pas nier. Un travail fait qu'on ne peut pas nier. Et qu'en est-il de ce projet Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, quand vous avez évoqué le secteur d'infrastructure dans la capitale? Ben, je pense qu'il y a des côtés bons, il y a des côtés un peu moins bons. Je n'ai peut-être pas le nom de toutes les avenues réhabilitées ou retouchées en tête, mais je crois qu'il y a un travail qui se fait, mais qu'il y a encore beaucoup qui reste à faire. Il y a quelqu'un qui me disait un autre jour, mais il est sur mon avenue du côté Olia, si je ne me trompe pas, il y a eu une route qu'on a pu quand même boucher, hein, plus de 2 fois. Moi, par exemple, j'habite ma campagne et je constate que dans mon quartier, il y a des travaux qui se font et qui vont dans le sens de Kinshasa Zéro Trou. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mopompa, à 45 km de Kabeya Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remises au général-major
Kassongo Kabwik, commandant du service national par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ces sites. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Koulouna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, du président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que c'est là pour que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, la symbolique pour la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En croire le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kassai oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Arrivée du pape François en RDC, le Premier ministre a visité tour à tour le site de Ndolo, le stade de Martyrs, la cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi que les installations de la Senco. Se confiant à la presse à la dernière étape de sa visite à la Senco, Jean-Michel Samaloukonde s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux. Il a assuré que tout est bien mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence le Président de la République. Et nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. Nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Senco, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. En fait ici c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronogramme. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée. Et ce même 5 où, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape émérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard et rappeler que c'est prévu qu'il y ait une messe qui sera lue le samedi 7, ici même à Kinshasa, où nous espérons participer. Il faut préciser que selon le programme déjà rendu public le mardi 31 janvier 2023, le pape quittera Rome pour Kinshasa. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, il rencontrera les autorités, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation et y prononcera un discours. Au
cours de cette rencontre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a peint un tableau sombre du désordre qui caractérise le long du boulevard Lumumba. Il s'agit notamment des stationnements anarchiques, des bus, taxibus et mototaxis, étalage des marchandises à même le sol, prolifération des marchés pirates, des immondices qui pullulent partout malgré les efforts d'assainissement des équipes de Bopeto. Une situation selon Jean-Tini Ngobila qui traduit l'incapacité des services de maintien de l'ordre à faire appliquer la loi. À cet effet, il a rappelé à l'ordre les bourgmestres des communes Massina, Ndjili, Kimbanseke, Matete et Limete, ainsi que les commandants de la police du district de Tchangou. Nous allons travailler à partir du mur de l'RVA jusqu'à la première rue. Nous devons ensemble assainir cet espace. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Le ministre de l'Environnement et partie prenante de cette réunion doit prendre toutes les dispositions nécessaires pouvant nous aider à évacuer toute la crasse. Et la partie coercition, c'est la police, c'est les bourgmestres. Et nous-mêmes aussi, moi, mon adjoint, le commissaire provincial de la police, nous tous, nous allons descendre sur le terrain pour régler définitivement ces problèmes. Nous sommes à la veille de l'arrivée du président français qui va arriver incessamment ici dans la ville. Nous sommes également à la veille, le pape va arriver ici, le 31 de ce mois. Donc nous sommes le 5. Dans une vingtaine de jours, le pape sera ici. On devrait enseigner notre ville. On vient quand même constater qu'il y a eu des avancées. À en croire le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, dès le lundi 9 janvier 2023, tous les services concernés devraient se mettre à pied d'œuvre sous la supervision de la ministre provinciale de l'Environnement pour procéder à l'évacuation définitive de tout ce qui encombre et pollue le boulevard Lumumba. C'est déjà confirmé, le pape François sera en République démocratique du Congo, dans la capitale congolaise Kinshasa, le 31 janvier prochain. Désir Massani, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de cette arrivée? Parce que vous le savez très bien que le voyage du pape en RDC a été annulé dernièrement alors que le Congolais s'était vraiment mobilisé. Qu'est-ce qu'il apporte à cette population congolaise, surtout en cette période où l'Est de la RDC est agressé? D'abord, la visite papale avait précédemment été reportée en raison des problèmes de santé qu'il avait lui-même évoqués. Contrairement à ce qu'une certaine classe politique voulait vendre à l'opinion en prétendant que le pays était infréquentable. C'est bien dommage que des acteurs politiques qui se disent nationalistes et patriotes s'acharnent à salir l'image de leur propre nation. Le pape vient certainement au Congo à deux titres. D'abord, c'est un pasteur. Il a des fidèles au Congo, c'est un chef spirituel, mais aussi le pape, c'est un chef de l'État. Donc c'est une visite certainement avec des aspects diplomatiques très prononcés. Et vous avez vous-même évoqué la situation de la guerre à l'est du pays. Nous estimons que du point de vue diplomatique, c'est plutôt une bonne chose. Et que, parce que lorsque le voyage a été reporté, il avait quand même fait un discours qui était plus orienté vers cette population de l'Est. Absolument, absolument. Il appartiendra aux autorités qui auront l'occasion d'échanger avec lui lors de sa visite ici au Congo, de lui donner davantage d'informations pour qu'il sache qu'est-ce qui se passe au Congo. Je crois qu'il est déjà informé, mais en étant à Kinshasa, en étant au Congo, ça sera encore mieux d'écouter. Vous pensez que ça peut changer quelque chose en ce qui concerne la situation de l'Est? En réalité, en ce qui concerne la situation de l'Est, je suis de ceux qui comptent beaucoup plus sur les efforts des Congolais eux-mêmes. Je n'attends pas grand-chose venant
d'autres chefs d'État, d'autres dirigeants de la communauté internationale. Bon, c'est plus la mobilisation de la RDC. D'abord. La Ah mobilisation des Congolais. La prise de conscience. Comment est-ce que vous pouvez... Comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait des personnes qui portent l'uniforme de l'armée congolaise, mais qui pactisent avec l'ennemi? Comment pouvez-vous expliquer que des officiers supérieurs se permettent de détourner les soldes de militaires ou même les armes destinées à la guerre? C'est une gangrène qui range notre armée, mais qui traduit en fait un véritable malaise sociétal, celui du mental, de la moralité de l'homme congolais qui a été avili, qui a été détruit par des régimes dictatoriaux successifs que nous avons connus. La visite du pape a comme thème « Réconcilions-nous avec les Christ dans la paix, l'unité et l'élan de solidarité ». J'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux où on dit que c'est plus un thème adressé au parti au pouvoir. Donc vous devez vous réconcilier avec les Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion? C'est le parti au pouvoir qui doit se réconcilier avec le Christ. Bon, l'opposition ne manque pas d'humour. Mais je pense que c'est un thème qui doit interpeller chacun d'entre nous. Nous devons nous réconcilier, certes avec le Christ, j'en conviens, mais d'abord entre nous, Congolais. C'est possible même, surtout entre vous politiciens. Bon, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Parce que, après tout, ce qui nous unit est plus fort, ce qui nous unit, c'est le Congo. Au-delà des appétits, des gloutons des politiciens qui courent toujours derrière avec les postes, je voulais dire, et puis au-delà des ambitions personnelles. Nous avons le Congo, nous n'avons pas une autre nation, donc je pense qu'il y a de l'espoir et que c'est possible. Désir Massani, vous êtes du parti au pouvoir. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans le Kasaï oriental, surtout avec des projets initiés par le président de la République, mais des chantiers qui n'évoluent pas? On parle des détournements des fonds. Dites à la population qui est en train de vous suivre, qu'est-ce qui se passe? Je parlais tout à l'heure, j'évoquais le problème de l'homme congolais qui a été détruit, avili dans son humanité, dans son essence, dans sa moralité par les régimes dictatoriaux qui se sont succédés dans notre pays. Nous avons développé la conscience du ventre. La conscience du ventre. Et c'est ça qui conduit au dérapage que l'on observe généralement auprès de certains compatriotes à qui l'on confie les responsabilités. Mais quand c'est les proches du président de la République, les membres du parti au pouvoir qui n'a cessé de nous dire pendant tout ce temps le peuple d'abord. Et on a l'impression que ces slogans sont en train de disparaître. Je ne sais pas si vous avez des informations qui vous confirment que tous ceux qui sont cités dans des cas de détournement sont des proches du président de la République ou sont automatiquement des membres du parti au pouvoir. Je ne le crois pas. Mais laissez-moi vous dire que les membres du parti au pouvoir sont des Congolais comme tous les autres Congolais. Et voilà. Mais lorsqu'on n'accompagne pas la vision du président de la République, vous voyez ce que ça fait. Vous devez quand même les personnes qui ont quand même bénéficié de la confiance du chef doivent prêcher par l'exemple, non? C'est pas ça? Même le Christ avait dans son équipe Judas Iscariote. Il y a toujours des brebis galeuses. Mais je me réjouis au moins d'une chose aujourd'hui, c'est que les cas de détournement ne passent pas sous silence. Nous en parlons sur un média aussi suivi que le vôtre, sur un forum aussi suivi que votre émission. Ça, c'est déjà une chose. Autrefois, c'est des cas qui passaient sous silence. C'était circulé, il n'y a rien à voir. Mais aujourd'hui, le procureur général auprès de la Cour des comptes a initié des enquêtes au sujet de la procédure des passations de marché dans tous ces travaux dans le Kasaï et dans d'autres provinces. S'il y a des lois, s'il y a des sanctions qui existent, c'est justement pour qu'elles soient appliquées à des délinquants ou à des personnes qui marchent mais la population s'inquiète, c'est parce que les sanctions, en tout cas, on ne le sent pas, ça ne suit pas. On peut bien dénoncer, on peut bien dire, il y a même quelqu'un qui nous a fait rire pour évoquer le cas du conseiller Viguier Chimanga, pour dire, bon, on est habitué à ça. Madame, aujourd'hui, plus que jamais, dans ce pays, il y a des personnes, entre guillemets, comme vous le dites, proches du président de la République.
entre guillemets, comme vous le dites, du parti au pouvoir vous êtes conscient que c'est ça, mais vous ne voulez pas seulement dire. Mais on ne peut pas reprocher des abus de la gestion aux opposants puisqu'ils ne sont pas aux affaires. Donc c'est tout à fait normal qu'on reproche des abus de gestion à ceux qui ont la gestion de la chose publique. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il y a des personnalités du pouvoir qui sont traduites en justice, qui vont... Pour quelle finalité? Non. Mais c'est à la justice de faire son travail. Mais finalement, on arrête les gens et puis après, demain, ils sont libérés. Vous n'allez quand même pas... Si vous voulez que l'UDPS... Tout le monde, donc il n'y a pas de coupable. Si vous voulez que l'UDPS ou que le président de la République puisse rendre des jugements à la place des cours et tribunaux, vous allez encore nous traiter de despotes et de dictateurs. Non, mais si on a 2 personnes, 3 personnes, on peut comprendre. Mais lorsque c'est tout le monde, on met la main sur des gens et après, demain, ils sont partis, ils sont sortis. Même lorsque les gens sont pris la main dans les sacs. Et c'est ça qui inquiète quand même la population. Alors, déjà, est-ce que vous faites quand même confiance à cette justice? Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Le président de la République le dit lui-même. Je reviens encore sur ce que je vous disais tout à l'heure en ce qui concerne le mental, la moralité de l'homme congolais qui est à retravailler, à refaire. Et ça touche tous les secteurs de la société, les magistrats y compris. Donc, je ne vais pas cracher sur notre appareil judiciaire parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que des mauvais côtés. Mais aujourd'hui, plus que jamais, comme je le disais, il y a au moins cette volonté de changer les choses. Il y a des personnes qui sont traduites en justice. Autrefois, le procureur général près la Cour des comptes, vous l'avez déjà entendu faire un geste sur un cas de détournement présumé? Non, mais aujourd'hui, on en parle parce que de plus en plus, nous nous approchons de ce que nous appelons l'état de droit. On ne veut pas seulement qu'on parle, mais on veut des sanctions sévères. C'est ça qui attend la population. Il appartient à la justice de faire son travail. Pouvons-nous donner raison aujourd'hui à ceux qui disent que Félix Tshisekedi s'est battu contre l'opposition, mais aussi contre les membres de sa famille politique? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que lorsqu'il a des visions et qu'il n'y a pas de gens pour l'accompagner à concrétiser ses visions, on a plusieurs projets. On a les projets Chile et Gelou, on a eu 100 jours, on a tout ce projet, ces chantiers qui sont ouverts par-ci par-là, mais on ne cesse de parler de détournement. Madame, il ne s'agit pas ici d'un combat entre le président de la République et les membres de son parti politique. Encore que, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 compatriotes qui ont été rattrapés par des faits de malversation, de détournement de données publiques qu'il faut généraliser. Non, il faut savoir relativiser les choses. À l'UDPS, il y a des cadres de valeur qui n'ont jamais trompé dans les détournements, qui ont une moralité irréprochable, madame. Je pense que on ne va pas faire le procès de l'UDPS sur ce plateau. Je pense qu'on devrait plutôt comprendre qu'il y a un véritable problème sociétal, celui de la refondation du mental de l'homme congolais. Mais on a cette cela passe évidemment par la sanction. La structure de changement de mentalité qui a été créée par le président de la République. Ben, ce n'est pas une instance judiciaire. N'attendez pas d'elle qu'elle rende des parce que vous avez parlé du changement de mentalité. Il y a un travail à faire. Absolument. Mais c'est le travail que cette structure devrait faire. Absolument. Est-ce que vous avez déjà suivi des actions menées par cette structure? On a l'impression qu'elle n'existe presque plus. Peut-être que vous ne suivez pas, mais tout récemment, je suivais les panneaux affichés, silence. Je suivais encore une campagne qui est menée à l'échelle nationale sur le civisme fiscal, et je pense que ça aussi, c'est des choses qui sont encouragées. Donc, je vous évoque juste un exemple, mais il y en a d'autres. Madame, Monsieur, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour parler des questions relatives aux minéraux de la République démocratique du Congo. L'ambiance était totale à la prise de fonction du nouveau bourgmestre de la commune de Mongafula. Comme le démontrent ces images, les jeunes de l'espace Congo n'étaient pas en reste. Leur présence marque le soutien total à l'un de leurs nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un honneur et puis un privilège d'assister à cette remise et reprise ici dans la commune de Mongafula. Parce que nous sommes venus soutenir Séverin Lumbu Malamba, le bourgmestre entrant,
Et c'est pour cela que vous nous voyez ici avec cette grande mobilisation. Parce qu'à travers cet acte, la JEC est en train de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance qu'il a apportée sur notre structure, cette méga structure de la jeunesse Congo, du Congo central, de Kinshasa et de Kwango. Donc, après possession de son bureau, Séverin Lumbu a eu droit à une visite des différents services de sa maison communale avant de chuter dans la grande salle pour son mot à l'assistance. Nous avons une commune urbano-rurale, Mabélé et Zayebélé. Bao basali agronomie, basangana. Poete, toluka ndengi nini tokoko sala bilanga ya commune. Donc les agronomes, bango basala biliboke. Mais le service union so passe à la niveau. Pour l'objet qui tolobi, tous un projet à construction, togobene musikate, togoya na équipe wana na lisanga wana tolobi était, tous on a besoin de autant de maçons, autant d'architectes qu'on a kotonga ici kabo. Togobi botika la kate, tous la raga main et à l'attendu. Donc nous devons nous battre pour que cette commune soit la fierté de la République. Amen. Même situation dans la commune de Lemba. Ici, les jeunes de l'espace Congo, toujours présents, car l'un de leurs, en la personne de Maître Serge Poba, vient de bénéficier de la confiance du chef de l'État comme étant bourgmestre de la dite municipalité. Tout se révèle dans le procès verbal d'infraction douanière du 18 mars 2022 entre la DGDA et le groupe minier Kamoa Copper SA. Préoccupé par les dossiers, la nouvelle société civile du Congo, par le biais de son coordonnateur Jonas Tchombela, explique. Le régime douanier dans notre pays explicite ceci. Quand une entreprise a eu le permis d'exploitation, il a droit de payer le 2% pour lui permettre de s'installer. C'est que le Camo ici a pu bénéficier. Mais Camo a continué jusqu'à ce jour à travailler sous ce régime du départ. Or, 3 ans après, il faut passer à 5%. Donc, depuis 2012, à ce jour, cette entreprise continue de payer jusqu'à 2%, alors qu'il devait payer déjà à 5%. C'est ça le problème. Cette entreprise doit à la République cette somme de 79 millions. Mais qu'est-ce qui se passe? L'entreprise a continué à renouveler son certificat, son permis d'exploitation en l'actualisant le 23 septembre 2022, où l'entreprise reconnaît de payer 5 millions de dollars comme avance sur les 79 en attendant qu'ils puissent négocier pour comprendre parce qu'ils ne reconnaissent pas ce montant-là. Ce qui fait que l'État congolais est en passe de perdre les 79 millions. Ça doit entrer dans le trésor public. À cet effet, la NSCC a interpellé les gouvernements de la République démocratique du Congo. La nouvelle société civile congolaise appelle toute affaire cessante le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et l'inspection générale de finances de se saisir de ce dossier en toute urgence et d'interpeller les autorités de la DGDA qui semblent se retrouver dans l'impasse face aux tergiversations des Kamoa Coppers. À en croire la nouvelle société civile du Congo, cet exercice rentre dans la logique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de la mission de contrôle citoyen pour l'amélioration des recettes publiques. D'entrée de jeu, Maïs Chibangu révèle à l'opinion un message de l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, adressé au journaliste Edmond Izuba. Vous avez eu écho des accusations portées par M. Jules Alinguete contre la ministre du portefeuille. Elle est accusée, selon lui, de détournement des fonds. M. Jules Alinguete parle, cela revient évidemment dans ce document ici, du message qu'il a écrit à notre confrère Edmond Izuba. Un message dans lequel Jules Alinguete a diffamé la ministre d'État au portefeuille, Adel Kayinda. Il dit: je suis un homme honnête et je ne coaliserai jamais avec les malfrats, sans conscience et sans pitié pour notre pays. S'il vous plaît, est-ce qu'un chef de service peut traiter un ministre de malfrat? Imputation dommageable, diffamation, injure publique,
Mais c'est outrageant, c'est grave. Dans quel pays du monde un petit chef de service peut traiter un ministre de malfrat? On est où là? Tout ceci part de l'affaire Cominière et AVZ, où Maïs Tchibangu accuse Jules Alinguete de rouler pour AVZ au détriment de l'État congolais. Ils ont vendu les actifs de la Cominière à 2 millions et quelques au lieu de les vendre à 10 millions. Il a dit que AVZ lui aurait dit ou lui aurait donné des études de faisabilité qui démontrent noir sur blanc que les actifs vendus ont été sous-évalués, que M. Jules Alinguete nous montre les preuves dont il a parlé. Si M. Jules Alinguete ne sait pas le faire, que l'Inspection générale des finances donne à la presse et au public les preuves qui démontrent que les responsables de la Cominière ainsi que Madame la ministre du portefeuille auraient sous-évalué les actifs de la Cominière. Et je peux encore vous le dire tout haut, en criant même, ces preuves, vous ne les verrez jamais. Maïs Tchibangu demande au gouvernement congolais et au Parlement de créer un mécanisme institutionnel par lequel l'IGF devrait aussi être audité. Désy Massani, vous avez suivi ces différents reportages réalisés par Congweb Télévision autour de tout ce qui se raconte de minerais de la RDC. Votre réaction à chaud? Ma réaction, c'est que il est de notoriété publique que le secteur des mines en RDC est un secteur très sensible qui fait l'objet de convoitises et pas seulement de la part d'autres nations, des multinationales, mais aussi, bon, il y a toujours des compatriotes qui cherchent à en tirer profit au détriment de l'intérêt général. Donc ça c'est une réalité, c'est une constante, mais c'est une constante dont la tendance doit être inversée, parce qu'il est grand temps que la RDC bénéficie réellement des ressources de ces matières premières et que celles-ci apportent réellement la part qui est la sienne au budget de l'État. Nous en avons grandement besoin. Comment trouvez-vous le travail de l'IGF? Je constate que l'IGF existe depuis 1987 et qu'on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, on en parle. D'abord, grâce à la vision éclairée du président de la République qui a donné une impulsion. Et cette impulsion donne des résultats. Point n'est besoin d'évoquer la patrouille financière menée par l'IGF avec ses inspecteurs dans les entreprises du portefeuille de l'État et les résultats que ça donne aujourd'hui. Puis je pense que d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue psychologique, c'est une très bonne chose parce que les acteurs politiques, les dirigeants ont aujourd'hui ce qu'on appelle la peur du gendarme. Ils savent qu'on ne peut plus détourner impunément ou du moins si on le fait, il y a une épée de Damoclès sur la tête. Et je pense que ça c'est à saluer au-delà de toute autre considération. Mais aujourd'hui on accuse Jules Alinguete de l'IGF de travailler en défaveur donc contre la RDC. Donc il roulerait, il semblerait qu'il roule pour la société AVZ selon Maïs Tchibangu qui a des documents et qui les a même rendus. Madame, ce sont des affirmations très graves que vous faites sur ce plateau. Des affirmations que je ne me permettrai pas de relayer. Parce que l'inspection générale de finances, sur sa manière de travailler, a des procédures qu'elle observe pour tirer des conclusions, pour faire des analyses des dossiers qu'elle gère. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il est tout à fait possible que dans un dossier qui concerne les minerais où de fortes sommes d'argent soient en jeu, qu'il y ait plusieurs intérêts. Mais je ne me permettrai pas de faire de telles affirmations qui sont très graves, surtout que je ne détiens pas des preuves qui me permettent de corroborer les propos de M. Maïs Tchibangu. Ça tire depuis un temps entre la ministre portefeuille Adel Kaïnda et Jules Alinguete. Et selon Maïs Tchibangu, Jules Alinguete, qui est un chef de service, a même traité la ministre de malfrat. Vous êtes juriste, non? Je ne sais pas si vous avez entendu ces propos sortir de la bouche de
de l'inspecteur général des finances, chef de service. Mais est-ce pas si on peut faire confiance à Maïs Tchibangou? Je ne vois pas quand même Maïs Tchibangou prendre le risque de faire ce genre de déclarations. Madame, je suis un acteur politique sérieux. Je ne vais pas m'appesantir sur des suppositions, sur des propos dont je n'ai pas la certitude. Ce serait irresponsable de ma part. Mais est-ce que vous êtes quand même au courant que ça tire entre... Oui, absolument. Et quelle est votre analyse de la situation? Mon analyse est que la démocratie respire en République démocratique du Congo. Un ministre du gouvernement peut désormais être contrôlé et être mis en accusation. Vous ne pensez pas que c'est aussi important de contrôler l'IGF? Bon, écoutez, pourquoi pas? À partir du moment où il touche à des fonds publics, c'est tout à fait envisageable, mais seulement il faut que ça se fasse dans le strict respect de la loi. En matière administrative, les compétences sont d'attribution. Quel est le service aujourd'hui qui est compétent pour contrôler l'IGF? C'est à ce service-là de faire son travail. Il n'est pas ici question de béatifier qui que ce soit ou de considérer que tel ou tel autre acteur est un intouchable. Donc, pourquoi pas? Selon vous, est-ce que la RDC jouit de ces minéraux? Je viens de le dire tout à l'heure, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, je pense que la RDC profite plus de ces minerais qu'hier, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que le secteur minier en RDC a toujours été gangréné par les cas des contrats léonins où l'État se retrouve en minorité, où l'État ne jouit pas suffisamment des droits qui devaient être les siens au profit de certaines multinationales ou de certaines entreprises qui trouvent peut-être des responsables véreux qu'ils peuvent corrompre. Et ils le font toujours avec la complicité des Congolais. C'est ça le drame. Je vous parlais encore tout à l'heure du problème du mental de l'homme congolais qui est à refaire. Et ça, c'est une réalité sociologique à laquelle nous faisons face tous les jours et à tous les niveaux. Et le secteur minier n'est pas épargné. C'est l'un des secteurs où il y a vraiment à boire et à manger. Il y a vraiment à boire et à manger? Oui, absolument. C'est-à-dire quoi? Il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a toujours des guerres d'intérêt, il y a toujours cette volonté de mettre même base sur les minerais ou de les brader pour certains qui occupent des fonctions qui leur permettent de collaborer avec des multinationales ou des sociétés minières. La semaine a été également marquée par des remises-reprises dans les municipalités de la capitale de la République démocratique du Congo. Vous connaissez la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce que vous attendez de ces nouveaux bourgmestres qui sont arrivés et qui ont pris leurs fonctions? J'attends d'eux en tout cas qu'ils travaillent, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il est un drame aujourd'hui de constater que les acteurs politiques, lorsqu'ils entrent en fonction, sont beaucoup plus à la gestion, mais ils ne sont pas à l'initiative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne prend pas des initiatives, on ne cherche pas à innover, on ne cherche pas à créer des richesses à partir de ce que l'on a, à partir de l'entité que l'on dirige, à partir de la portion de terre que vous dirigez comme bourgmestre d'abord et puis comme gouverneur et ainsi de suite. Je pense que nos bourgmestres doivent se mettre au travail, prendre à bras le corps la situation par exemple de l'insalubrité. Je vois que le gouverneur en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits parce que il y a quelques temps, je me souviens sur Sayo, il y avait une poubelle là qui nous poussait même à changer d'itinéraire, mais aujourd'hui on en parle dans le passé. Il y a des progrès qui sont faits de plus en plus, mais il faut encore davantage travailler. Et c'est ça que j'attends de nos bourgmestres. Qu'ils n'attendent pas tout du gouverneur, mais qu'ils mouillent véritablement le maillot. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui estiment qu'on a plus porté les choix sur des personnes qui ne sont pas à la hauteur, selon certains observateurs. Ça encore, c'est
c'est le discours de... Et qu'il ne faut même pas espérer quelque chose de ça bien. Encore, c'est le discours des acteurs politiques de l'opposition. Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Ils sont dans leur rôle, c'est tout à fait normal. Voilà, les hommes providentiels viendraient de... Quand ils disent des choses qui sont vraies, il faut toujours parler d'un discours de politicien. Mais sur base pourquoi ne pas être aussi réaliste à un moment? Sur base de quoi peut-on tirer des conclusions si hâtives? Ont-ils entre leurs mains le CV de chacun de ces bourgmestres? Ont-ils connaissance du parcours de chacun de ces bourgmestres? Je ne crois pas. C'est juste un discours démagogique qu'on utilise pour monter la population contre ses dirigeants. Mais pour travailler, pour réussir dans leurs tâches, ces bourgmestres ont besoin de la confiance de la population, ont besoin de travailler avec la population. Il faut qu'il y ait cette fusion. Et je pense que nous devons l'encourager, que nous soyons de l'opposition, de la majorité, parce que le développement de la ville de Kinshasa nous concerne tous. Les routes qui sont réhabilitées, qui sont construites, ne sont pas seulement pour les membres de l'UDPS, mais les membres du PPRD, par tout le monde. Ils passent. Voilà, donc je pense que nous devrions tous travailler de manière à encourager le développement de la ville de Kinshasa. Mais c'est ce que vous aussi vous avez fait, non? Vous êtes rattrapé par vos habitudes. Donnez-moi un exemple où on vilipendait des gouverneurs et puis on avance. L'UDPS a toujours été objectif et pragmatique. Hein. Alors, si vous nous rappelez à chaque fois le passé de l'UDPS, on risque de vous rappeler aussi à chaque fois le passé de certains. Alors là, que personne ne s'en plaigne. On a tous un passé, donc voilà. Madame, Messieurs, prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle. Les États-Unis saluent le rapport à mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies publié le 30 décembre 2022. Dans le dit document, les experts de l'ONU disent avoir deux preuves claires du soutien rwandais au M23 et de rapports crédibles de graves violations des droits humains par le M23. À cet effet, les États-Unis réitèrent leur appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien aux rebelles M23 et retire ses soldats de l'Est de la République démocratique du Congo. Il dénonce également la collaboration entre des éléments des FARDC et des groupes armés dont les FDLR, renseignent les 10 rapports. Par ailleurs, les États-Unis exhortent les dirigeants et les acteurs armés de la région de Grand Lac à accélérer la mise en œuvre de multiples engagements pris pour mettre fin au conflit, en particulier ceux convenus lors du mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité qui s'est tenu le 28 novembre dernier. Enfin, les Nations Unies condamnent fermement les attaques menées par de multiples groupes armés contre le casque bleu ainsi que des actes rapportés des tortures, les viols et les attaques contre des civils qui ont contribué à des déplacements massifs au cours de la période considérée. Une centaine de civils pris en otage par les rebelles des forces démocratiques alliées ont été libérés par la coalition des forces armées congolaises et ougandaises à l'est de la République démocratique du Congo. L'opération a eu lieu au cours des différentes offensives des forces conjointes FARDC-UPDF dans les territoires de Béni et d'Irumu. La meilleure chose que nous avons choisi, c'est de bombarder. C'est de bombarder et croyez-moi, ça fait du dégât, ça fait vraiment, ça donne des effets que nous attendons tous, à savoir la libération des otages. Et le même exercice qui est en train de se faire dans le massif de Rwenzori et dans la vallée de Mwalika se fait aussi du côté de l'Ituri, dans les environs de Boga, Kainama, Tchabi. On est en train de piloter. Ces ex-otages, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été enlevés dans différents villages. Katungu Siasia explique son périple. Lorsque les soldats sont arrivés, nous étions en pleine prière. Ils ont tiré plusieurs coups de feu, ce qui nous a permis de fuir. Nous sommes allés dans la forêt. Les organisations de la société civile demandent au gouvernement d'élargir la zone d'intervention des opérations conjointes. Que ces rebelles soient poursuivis et empêchés de nous tuer.
Nous voulons que ces opérations s'effectuent même de l'autre côté de la route nationale 4. Nous voulons que ces forces poursuivent l'ennemi partout pour qu'il ne puisse plus se cacher. Depuis un an, les ADF, considérés comme auteurs de milliers de massacres, sont traqués par les forces congolaises et ougandaises. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Tayyip Erdogan, pour ces dons à son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi ces reportages d'Ezi Massani. Aujourd'hui, finalement, les M23 disent nous allons libérer le matin et les soirs ils ne libèrent pas. Comment est-ce que la RDC vraiment devra dès à présent se comporter face aux résolutions ou à tout ce qui est en train de se faire pour la restauration de la paix dans l'Est du pays? D'abord, il faut saluer les actions menées par le président de la République du point de vue diplomatique, du point de vue politique. Il y a des avancées tout à fait notables. Je tiens ici à saluer par exemple l'avènement de la loi de programmation militaire qui permet au FRDC de mieux traquer l'ennemi. Je vois ici aussi la volonté de donner à nos forces armées plus de moyens pour venir à bout de tous ces groupes armés, notamment le M23 à l'est du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée reçoit plus d'1 milliard de dollars, 1,4 je crois, pour les dépenses militaires, notamment liées à la situation à l'est du pays. Et il y a quelques années, nous étions autour de 100 ou 200 millions de dollars. Ceci traduit un véritable engagement, une véritable volonté à donner à notre armée la dimension qui doit être la sienne et à lui permettre à jouer pleinement son rôle, à accomplir sa mission, celle de pacifier l'Est du pays. Oui. Vous parlez de cette mobilisation de recettes en faveur de l'armée et de la RDC, mais maintenant, aujourd'hui, tantôt au début, vous l'aviez dit que la RDC pour la paix doit compter sur les Congolais.
alors qu'il y a des opérations conjointes qui sont en train de se mener. Si on doit parler de cette mobilisation de la RDC, que faut-il faire ou comment est-ce qu'on doit arriver à mobiliser toute cette population-là pour que la paix soit restaurée? Déjà, je constate que à chaque fois qu'il est question de la souveraineté du Congo ou de l'intégrité territoriale de la RDC, les Congolais spontanément se lèvent comme un seul homme de quelque bord qu'il soit. Après un temps, il n'y a plus rien. Ouais, comme maintenant, là, on ne sent plus cette mobilisation. Que faut-il faire? Non, ce n'est pas qu'on ne sent plus cette mobilisation. C'est qu'il y a des... Si on parle de ça, excusez-moi, parce qu'on a vu à un moment, si le gouvernement s'élève, on voit des activités sur terrain, on a des marches par-ci par-là, des déclarations politiques, société civile, tout le monde s'élève. Oui, ça c'est le folklore habituel des partis politiques. Mais sur terrain, madame, vous avez vu avec moi combien la jeunesse congolaise a répondu à l'appel du président de la République, celle de se faire enrôler dans les forces armées pour défendre. Et cet appel est toujours suivi aujourd'hui. Il y a encore des jeunes qui intègrent les forces armées. Et puis, il faut noter que du processus de Nairobi et de Luanda, il est ressorti des avancées. Lesquelles? Mais notamment que le M23 libère certaines zones qu'elle occupait. Mais on parle d'une mascarade parce qu'ils n'ont pas libéré. Ça n'a pas été fait partout, mais il y a une progression. Ils libèrent d'un côté, ils attaquent de l'autre côté. À quoi on joue? Nous faisons face à un groupe terroriste, madame. Donc, ce n'est pas étonnant que les terroristes se comportent de cette manière-là. Mais en tout cas, nous sommes déterminés à venir à bout de ces M23 en utilisant toutes ces voies diplomatiques, politiques et militaires, telles que le fait le président de la République. Il y a plusieurs opérations conjointes qui sont en train d'être menées sur terrain et là, nous venons de recevoir un don, donc un lot important des matériels militaires qui ont été envoyés en RDC par le président turc. Est-ce que vous pensez que cela va apporter un plus et que la RDC devra continuer dans cette coopération et ces activités de terrain? Parce qu'il y a des gens qui ne sont plus d'accord avec ces activités. Là encore, il faut saluer. Je pense que la journaliste qui a rendu le reportage a dit quelque chose d'important que vous n'avez pas souligné. C'est que la remise de ces matériels militaires est consécutive à la levée de la notification préalable de l'obtention des armes qui était imposée à la RDC autrefois. Ça encore, c'est une victoire diplomatique du président Tshisekedi qu'il faut souligner. Donc, que la Turquie, en fonction ou en raison de ses relations avec la République démocratique du Congo, de la coopération qui lie les deux États, fournissent du matériel militaire à la RDC, nous ne pouvons que nous en féliciter et nous n'y voyons aucun inconvénient. Le trio Martin Fayulu, Matata Pogno, Denis Mukwege, qui représente la société civile, demande la fermeture des frontières avec le Rwanda. C'est leur avis, c'est leur opinion, c'est leur lecture, c'est leur manière de voir les choses. Nous ne pouvons pas d'emblée dire que cet avis ne vaut pas la peine d'être entendu, mais nous continuons à avancer dans l'ordre que le chef de l'État a fixé. Celui de continuer avec la voie diplomatique tout en renforçant les capacités de nos forces armées pour obtenir des résultats. Mais nous pensons que ce n'est pas une option qui est exclue à moyen ou à long terme. Et à quand le départ de la MONUSCO comme exigé par la population de l'Est? Je ne vais pas vous donner la date du départ de la MONUSCO, madame. Parce que la MONUSCO a même rencontré le président de la République. Ils ont échangé avec le président de la République. Le président de la République lui-même a émis la volonté que le processus du départ de la MONUSCO soit amorcé. Parce que déjà... Et nous sommes à quel niveau avec ce processus? Très bonne question. Le processus est en cours.
Et je pense que... Et si on s'est retrouvé jusqu'en 2023 avec la MONUSCO, parce que les mandats étaient prolongés en 2023, décembre, pendant les élections. En 2023. Mais du moins, je pense que d'ici la fin du premier mandat du président Tshisekedi, il y aura déjà des avancées du point de vue de certains hommes de troupes ou même du personnel civil qui n'ont plus leur raison d'être en République démocratique du Congo. Le gouvernement suit cette question de très près et je crois qu'il y aura des avancées. Parlons de la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Il y a Kwamout, il y a également dans le plateau où la sécurité, hein, il y a des soucis là-bas. La question que les internautes se posent et certains observateurs, pourquoi seulement à la veille du processus électoral? Nous avons eu dans ce pays l'affaire Kamuna Tsapo, c'était aussi à la veille du processus électoral. Pourquoi? C'est une bonne question qu'il faut se poser, mais dont je n'ai pas la réponse, parce que si je vous donnais la réponse, vous me traiterez de complice. Pour savoir pourquoi, il faut savoir, il faut être parmi ceux qui orchestrent tous ces... Vous pouvez faire des analyses en tant que politique. qui orchestrent tous ces troubles, mais il est clair que tout le monde ne veut pas forcément des élections et qu'il y a toujours des acteurs politiques qui aiment utiliser les situations de troubles, d'insécurité pour réclamer ou monter les enchères à l'aube des échéances électorales et voilà, ou pour justifier un prétendu dialogue, etc. Donc ce n'est pas exclu. Place à présent au dernier dossier de Info 7. Je vais vous faire rire. Je demande à M. Kadimala d'aller voir le président de la République et que le président lui montre la carte, sa carte qu'on a prise en Bandaka. Hein? Et qu'on fasse de même, je ne sais pas si M. Mbosso a déjà été, etc. Et nous tous, nous sommes là, mais ce n'est pas nous. Ces cartes-là... Peut-être qu'on n'a pas donné assez de moyens à la CENI pour acheter s'il vous plaît. Des matériels. Nous avons déjà eu 3 cycles électoraux, madame. On n'a jamais vu des histoires comme ça. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui, non. Et qui doit répondre? Mais on craint qu'il n'y ait pas de bonnes élections. Non, d'après vous, non. Qui doit répondre? Et il doit répondre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il doit aller chez le président. Patron, est-ce que je peux voir votre carte? Alors maintenant, on va demander au président de la République, quand vous voyagez là, est-ce que si vous allez à la banque, vous présentez cette carte, on va vous payer? C'est ça. Donc il y a un problème. Le problème est là. Mais on doit s'enrôler. Entre-temps, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur doit interpeller la CENI quant à la qualité du travail qu'ils font. Parce que c'est le ministère de la population. C'est le ministère qui gère les grands services. Et la DGM et l'ANR sont gérés par le ministère de l'Intérieur. S'il doit s'expliquer, et directement, on doit corriger. On doit corriger. Moi, je ne peux pas continuer à me promener avec cette carte. Regardez, madame. Regardez, madame. Mon Dieu. Est-ce que c'est moi? Mais c'est pas moi. Mais c'est flou, on ne voit même pas bien le visage, vraiment. Non, c'est pas moi. C'est compliqué, hein? Mais c'est pas moi. Ça, c'est pas le prof Bois. Non. C'est compliqué. Hein? Donc, on ne peut pas s'en servir même comme carte d'identité. Non, on ne peut pas. J'ai dit, on a eu 3 cycles électoraux, on n'a jamais vu ça. J'ai dit à Denis de ne pas commencer à embrouiller les élections avec des cartes et qui n'en sont pas une. C'est pas bon. Il ne rend pas service à notre régime, il ne rend pas service au président de la République. Il doit rendre compte et au Parlement et au président. Nous sommes au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs de l'Institut Saint-Paul situé sur l'avenue Kassai, dans la commune de Barumbu. La population trouvée sur les lieux dénonce le manque d'organisation dans les processus d'enrôlement. Après avoir passé des heures dans l'attente du centre d'enrôlement, ces femmes révèlent que, selon les constats faits, les privilèges des uns sur les autres et le manque de professionnalisme des opérateurs de saisie seraient à la base de ces blocages. Dans un problème, il y a une vision qui est passée dans le monde. Quand tu as pongi, ils ont ramabé. Surtout là, la population a pongi. Mais la kati pongi, na yé, mais banato yaki depuis 6 heures to koma kiao. Parce que biso siko ke
toko sa rôler parce que la liste est ébélée sur 300 personnes nan ba sa rôler tous sont ngati samedi bato bati tous sont les espère il faut pas le retour espère mais formatiser ba sala musala o police sala nga pesa sala ki kaucho ya banana tika ki bana bana sokisi bana baza ba ngomona nda tozi ba carte ce que député ya ba pesa na nous aider pas député. L'insuffisance des matériels informatiques est aussi l'une des causes, ajoute cette électrice. Des machines, et vous faites quelqu'un la machine, population, ça a bon, on s'enrôler vraiment. Tout ça peut être responsable. Ça sonne si les 4 fériés pour profiter pour tout ça. Les victimes des vols des anciennes cartes et anciens mineurs ne savent eux à quel sens c'est voué. mais naza identité na ngana mutu na yebi yango na koloba basalinga carte na ngame bongo balingi te de mbongo na zo mbongo ngo wapi. Le chef du centre affirme pour sa part que tout se passe bien depuis le début de l'opération, sauf quelques petits soucis des machines. À noter que selon la CENI, plus de 50 millions de Congolais sont attendus aux différents centres d'enrôlement, y compris ceux des pays étrangers. Il était 11 h lorsque Desi Massani est arrivé sur l'avenue de l'église dans la commune d'Engaliema. Direction, le bureau de la CENI au sein d'un centre se trouvant dans l'enceinte de l'école chrétienne Siska. Desi s'est enrôlé puisque c'est avant tout un devoir civique, mais aussi et surtout pour répondre au mot d'ordre du premier citoyen congolais relayé par la hiérarchie de son parti incarné par Augustin Kabouya. D'abord, il s'agit de remplir un devoir civique, une obligation en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur politique, conformément au mot d'ordre lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par le secrétaire général de mon parti, M. Augustin Kabouya. Nous devrions, en tant qu'acteurs politiques, donner l'exemple afin de passer le message à la population qu'elle doit venir s'enrôler massivement. Je profite du micro que vous me tendez pour demander à toute la population de la circonscription de Lukunga en général, de la commune d'Engaliema en particulier, je leur demande de venir s'enrôler massivement, parce que c'est en s'enrôlant que vous pourrez permettre à votre circonscription d'avoir plus de sièges, d'avoir plus d'élus pour porter votre voix et pour vous représenter. Loin des polémiques au sujet de la qualité des opérations qu'une frange de l'opposition qualifie de ratées et source de fraude, Desi Massani voudrait se comporter en républicain. Je préfère ne pas m'attarder sur les élucubrations ou sur les agitations des acteurs politiques qui parfois ne tiennent pas compte de la nécessité ou de l'obligation de faire de la politique comme des républicains. Tout ce que nous pouvons faire comme leaders, comme acteurs politiques, c'est d'encourager la population à s'enrôler massivement. C'est de sensibiliser la population comme nous le faisons maintenant à travers votre média. À 10 jours du lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en RDC, il est constaté un engouement dans les différents sites de la CENI à travers l'étendue du territoire national. Enrôlement des électeurs dans la ville-province de Kinshasa, vous avez obtenu votre carte en début de semaine. Affirmatif. Dites-nous comment ça s'est passé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'y plaignent. Les opérations se sont déroulées tout à fait normalement. J'ai obtenu ma carte d'électeur en respectant toutes les formalités telles que la CENI les a établis, mais et voilà, donc il faut noter que de tous les cycles électoraux, il y a toujours des plaintes par rapport au processus qui mène à l'enrôlement, mais aussi même les jours de vote, etc. Donc, mais si les gens se plaignent plus par rapport au format et la qualité de la carte. Oui, bon, je crois que le président de la CENI s'est expliqué par rapport à cette question
par rapport à la sécurisation de la carte et au matériel qu'ils utilisent. Mais je pense que ceux qui insistent beaucoup sur cet aspect, c'est les acteurs politiques, pour la plupart de l'opposition. Je pense que nous devons nous préparer pour aller aux élections. Dites-nous d'abord votre carte, vous vous êtes reconnu? C'était vous ou on a mis... l'image était un peu travaillée à tel point qu'on ne pouvait même pas reconnaître que c'est des il est vrai que la photo est en noir et blanc. Voilà, et je crois que dans d'autres pays aussi, la carte d'identité est en noir et blanc. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais je pense que dans le cas d'espèce, on doit se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Allons aux élections, madame. Vous pensez que toutes ces personnes, ces voix qui s'élèvent, c'est parce que ces personnes ne veulent pas du processus et des élections? Madame, que devrait-on faire aujourd'hui pour changer la qualité de ces cartes d'électeurs? Il faudrait acheter un nouveau matériel. Il y a même quelqu'un qui a évoqué la question relative au budget ou aux moyens. C'est parce que la CENI n'a pas eu beaucoup de moyens. Et même s'il y avait des moyens aujourd'hui, il faudrait acheter du nouveau matériel à l'étranger, le faire venir ici au Congo. Ça prendrait combien de temps? Ça n'aurait pas un impact sur le calendrier électoral? Et ceux qui crient au glissement, que diraient-ils? D'ailleurs, Martin Fayoulou parle d'une fraude que vous êtes en train d'organiser. Hein. M. Fayoulou est dans son rôle, il se prépare à la contestation. Il est dans son rôle, il se prépare à la contestation. Comment ça, il se prépare à la contestation? Visiblement, il n'est pas prêt pour les élections. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce que... Lui qui a tout le temps exigé à Tshisekedi de respecter la Constitution, et là, vous voulez dire qu'il n'est pas prêt? Mais M. Fayoulou est conscient qu'il va, dans les élections prochaines, dans un contexte tout à fait différent de celui de 2018, où il a bénéficié largement de l'absence de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi, qui lui ont reporté leur voix et qui lui ont apporté leur soutien humain, financier, matériel. Cette fois-ci, il devra se prendre en charge seul. Et vous pensez que Fayoulou n'est pas en mesure de se prendre en charge seul? Madame, voyons. C'est pas quand même un politicien né de la dernière pluie. Madame, soyons sérieux. D'ailleurs, il a même dit que ce n'est pas l'argent des Katumbi, ce n'est pas l'argent de Jean-Pierre Bemba. Il l'avait quand même dit. Mais on va vérifier tout cela cette fois-ci. Mais nous savons qui a fait quoi. Mais c'est très triste que M. Fayoulou renie les apports des uns et des autres. Si ce n'est pas l'apport de Katumbi et de Bemba, pourquoi était-il à ses côtés? Chacun a apporté en plus. Oui, mais dans quelle proportion? Vous donnez 10, je donne 50, c'est pas la même chose. Martin Fayoulou, Denis Mukwege et puis Matata Mpogno ont exigé la récomposition de la CENI. Voilà encore ce que je viens de dire tout à l'heure. Comment peut-on songer à la recomposition de la CENI sans que cela n'ait un impact sur le calendrier électoral? Comment peut-on exiger que le bureau de la CENI soit recomposé et à la fois crier au respect de la Constitution et des délais, oui, et dire que pas un seul jour de plus à Tshisekedi? Les acteurs politiques congolais. Est-ce que, comme certaines personnes, vous pensiez que le trio a besoin d'un dialogue? Mais absolument, c'est un appel de pied ce qu'ils disent. Le DPS et le parti est prêt pour ce dialogue? En démocratie, il faut toujours échanger, il faut toujours dialoguer. Mais le dialogue ne signifie pas partage de postes et de responsabilités. Mais généralement, au Congo, c'est le partage du gâteau. Mais cela n'est pas notre entendement. Le processus électoral en cours est irréversible et il appartient à chacun de prendre ses responsabilités, de se préparer pour les élections. En tout cas, nous sommes... Et si en 2023, l'UDPS est résolument engagé pour que nous puissions aller aux élections. Et si en 2023, les Congolais ne se retrouvent pas aux urnes en décembre 2023, parce que nous sommes déjà en 2023? Madame, la CENI a établi un calendrier qui fixe les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales au 20 décembre 2023. Comment voulez-vous que je commence à réfléchir sur des suppositions, sur des choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui pourraient arriver?
je ne peux pas m'appesantir là-dessus. Je me contente de constater qu'il y a un calendrier électoral, que la CENI a affirmé qu'elle tiendrait les délais, que le président de la République, fort de la volonté politique qui est la sienne de respecter le cycle normal de la tenue des élections tous les 5 ans, a pris l'engagement de respecter ce cycle électoral en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. À partir de ce moment-là, je ne peux pas imaginer un seul instant qu'il n'y ait pas les élections au 20 décembre. Désir Massani, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé à Kisantu en quelques mots. Bon, il s'agissait des assises de la Convention démocratique du parti de la CDP afin de pouvoir permettre de prendre des résolutions qui nous mèneront vers le Congrès, mais aussi qui permettront au secrétaire général du parti de jouer pleinement son rôle pendant cette période transitoire. Quand vous parlez du secrétaire général du parti, il y a eu deux résolutions qui sont sorties de ces assises de Kisantu, dont l'une adoubant le secrétaire général Augustin Kabouya jusqu'au prochain congrès. Cependant, il est accusé de mauvaise gestion par le camp de Wakwenda. Dites-nous, ce n'est pas un danger pour le parti présidentiel? Madame, s'il y a un parti politique où la démocratie vit, c'est à l'UDPS. À l'UDPS, on ne fait pas taire les gens. Les gens ont le droit de critiquer, de dire ce qu'ils veulent, mais la réalité est ce qu'elle est. Le train est en marche, nous avançons, nous irons au Congrès, nous désignerons notre candidat président de la République. C'est un secret de polichinelle, il est déjà connu. Et voilà, donc, M. Wakwenda est responsable de ses propos. Mais vous ne pensez pas que Wakwenda a quand même raison de lors que on ne sont pas même les communicateurs du parti au pouvoir? C'est pas une preuve qu'il a quand même raison? Je pense que toute œuvre humaine est perfectible, mais je pense que le parti, aujourd'hui l'UDPS, n'a pas besoin de fauteurs en eau trouble. Et pourquoi l'UDPS n'a pas des communicateurs? La population a besoin de la communication et de l'information. Madame, pourquoi on ne le sent pas avec le parti au pouvoir? Je viens de passer avec vous plus d'1 heure sur ce plateau. Parlons de l'UDPS, communiquons pour l'UDPS, et vous me dites qu'il n'y a pas de communicateur. Est-ce que c'est là irrégulier? Est-ce que c'est là irrégulier? Quand je parle de communicateurs, c'est pas seulement voir M. Désir qui passe aujourd'hui sur Congo Web, mais on ne sent pas que l'UDPS communique. Et pourtant, à chaque fois que le secrétaire général du parti prend la parole, il n'y a que lui qu'on sent, on entend. Ou que l'un des cadres du parti prend la parole, ça bouge dans tous les sens. Vous ne voulez pas le reconnaître sur ce plateau? Ça montre que la communication du parti vit, mais peut-être pas de la manière dont vous voulez la voir. Vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a quand même un déficit de communication au parti au pouvoir? Ça, c'est vous qui le dites. Mais je constate que ça fait plus d'1 heure que nous parlons sur ce plateau, vous et moi. Vous défendez bien le parti au pouvoir. Votre parti, Désir Massani, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir, le 2e numéro de l'année 2023. Le plaisir est partagé. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à la population qui est en train de vous suivre maintenant? Bon, je crois que nous avons le devoir et la responsabilité comme acteurs politiques de mobiliser notre peuple pour les élections qui viennent à la fin de cette année, en décembre 2023. Donc je demande à toute la population congolaise qui nous suit, d'où qu'elle nous suive, de s'enrôler massivement en perspective des échéances électorales. Parce que lorsque vous vous faites enrôler, vous donnez beaucoup plus de chances à votre circonscription d'avoir des élus, d'avoir un grand nombre d'élus, afin de vous représenter et de porter votre voix. Donc, j'invite toute la population congolaise à s'enrôler massivement. J'invite la population de la circonscription de Lukunga et de, la commune. Au moment voulu. Les candidatures sont établies par des listes de la CENI. Exactement. Donc, au moment voulu, vous allez vous prononcer. On se prononcera. Merci beaucoup, c'est fini. C'est vous qui... c'est vous la patronne. Merci beaucoup. C'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Merci de continuer à nous écrire et surtout merci à toutes ces personnes qui ne cessent de manifester donc la volonté de participer dans votre magazine de la semaine Info 7. Je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7,
votre émission. Info 7, notre émission. Merci de cette confiance et surtout, restez fidèles sur la chaîne haute définition Congo Web Télévision, la chaîne déterminée à faire encore plus et mieux vous servir en cette année 2023 que nous vous souhaitons d'ailleurs une bonne et heureuse année. À vous, nos téléspectateurs. Au revoir.